Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Sébastien Autobart. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de vous présenter pour cette session où on va aborder le sujet de tableau de bord propulsé par Snowflake et Power BI. Alors, je vous souhaite une excellente session. Tout d'abord, un petit mot sur Agile DSS. Donc, c'est une compagnie basée à Montréal qui a été créée il y a une quinzaine d'années. Notre mission est d'accompagner les entreprises à devenir data-driven. Donc, on propose ça à travers plusieurs services. Donc, vous voyez qu'à travers le temps, on a ajouté plusieurs cordes à notre arc, que ce soit l'agilité, l'intelligence d'affaires et la visualisation, le conseil stratégique, le big data et l'analytique avancée et éventuellement jusqu'en 2025, des écosystèmes unifiés BI et AI. C'est simple, on désire accompagner les organisations à travers toute la chaîne de valorisation de la donnée. Alors qu'on passe de la donnée pour faire du reporting, regarder ce qui s'est passé, pour ensuite analyser, ensuite faire de la prédiction, potentiellement prendre des décisions qui nous amènent à l'action et la création de valeur. Comme je dis, on accompagne les firmes, on les prend au niveau de la maturité où elles sont et nous accompagne pour qu'ils réalisent le plein potentiel dans leurs données. Et bien entendu, on espère que nos clients, quand on les a aidés à travers tout ça, réussissent à atteindre un nouveau niveau d'expertise avec leurs données. Je vous invite à poser vos questions dans le canal questions-réponses qui est prévu à cet effet. Comme ça, on va pouvoir s'assurer qu'on y répond au moment opportun. Donc, l'agenda de la session aujourd'hui, ça va être une introduction au cas qu'on va regarder. Ensuite, on va discuter du périmètre de ce projet-là. On va regarder dans quel contexte on a fait de la livraison de ce projet-là. Ensuite, on va aborder l'architecture, les différents facteurs qui ont fait un succès de ce projet-là. Et finalement, une petite conclusion pour que vous gardiez une bonne impression de cette présentation. Donc, sachez que dans l'objectif de cette présentation-là, c'est vraiment de vous faire découvrir un peu ce qu'on peut réaliser avec Snowflake et Power BI. Vous serez malheureusement des experts, mais je crois que votre curiosité va définitivement être piquée suite à cette présentation. Donc, qu'est-ce qu'on va regarder aujourd'hui? Agile DSS a été approché par une organisation qui fait de l'expédition de colis à travers le Canada. Donc, quand vous faites une commande, par exemple, sur Amazon, et cette commande-là est livrée chez vous, le colis qui est expédié chez vous va passer à travers plusieurs statuts. Donc, par exemple, colis en attente d'expédition, colis en expédition, colis trié, colis arrivé à votre porte. Donc, vous pouvez imaginer qu'une entreprise d'expédition génère énormément de données. Donc, ce qui est intéressant pour cette organisation-là, qui connaissait une très forte croissance, particulièrement en plus avec la pandémie, c'est comment je peux exploiter ces données-là et surtout, quelle architecture mon organisation peut-elle déployer pour que je puisse exploiter ces données-là sans mettre en place une usine à gaz qui va me demander d'avoir 12 personnes qui vont administrer cette plateforme-là, 4-5 dédiés à la gestion de la performance, 3-4 pour l'administration et 2-3 pour gérer les rapports. Donc, vraiment la meilleure architecture pour atteindre ces objectifs. Donc, le projet, en gros, avait ces activités-là. Donc, le périmètre de notre projet consistait à, en premier lieu, faire l'ingestion de toutes ces données-là de messages qui viennent des changements de statut des colis. Ces messages-là, c'était des fichiers en format JSON. Donc, c'est un format de fichier semi-structuré. Alors, on devrait préparer un mécanisme pour faire le stockage et l'ingestion de ces messages-là. Dans un deuxième temps, il fallait bien entendu modéliser ces données-là pour qu'on puisse être en mesure de passer d'une donnée semi-structurée à une donnée structurée pour qu'on puisse l'utiliser éventuellement dans un modèle Power BI pour pouvoir en faciliter l'exploitation, la découverte, l'analyse et surtout la visualisation. Finalement, il fallait bien entendu développer un tableau de bord qui contenait plusieurs vues pour analyser la performance de l'expédition de ces colis-là et surtout l'analyse des différents statuts. Regardons maintenant un peu le contexte de livraison. Donc, c'est une organisation qui avait une croissance excessivement rapide.
Donc, quand ils nous ont approchés, il est important de comprendre que cette organisation-là n'avait pas d'équipe BI, pas d'équipe analytique. L'équipe BI était composée d'un directeur qui n'avait pas encore de capacité ou de force de frappe, donc pas d'employés à sa disposition. C'est pour ça qu'il avait besoin d'un partenaire externe. Donc, pas d'expertise et pas de capacité pour réaliser le mandat. En deuxième lieu, l'environnement Snowflake n'était pas encore disponible. Bon, la beauté de la chose, c'est que c'est une technologie qui est purement cloud, donc provisionner un environnement Snowflake, c'est une question de quelques minutes. C'est simplement pour vous donner une idée de où on partait. Ensuite, même chose pour Power BI, qui est l'outil de visualisation, la plateforme de visualisation de données de Microsoft, n'était pas déployé non plus. Donc, pas de licence, pas rien. Rien n'était configuré de ce côté-là non plus. Je vous l'ai mentionné, je vous le répète, l'organisation avait une croissance très rapide. Donc, à chaque semaine qui passait, sans avoir de rapport sur les statistiques des colis qui étaient expédiés, ça rendait un petit peu l'expérience difficile pour la direction parce qu'il faisait un peu de la navigation à vue. C'est-à-dire prendre des décisions ou de la planification des ressources en sachant, basé sur des rapports qui étaient parfois Excel, mais à cause de la volumétrie, ce n'était pas vraiment fiable et surtout pas très pratique. Et pour vous donner une idée de la volumétrie que ça représentait, okay? Au moment où on a fait le projet, on avait à peu près 8 mois d'historique qui comptait pour 600 millions de messages, ce qui fait environ un 100 gigabytes de données. Aujourd'hui, l'environnement a au-dessus d'1 milliard de messages. On est presque aux 150 gigs en termes de taille. Donc, on n'est pas chez Google ni Facebook, mais on n'est pas non plus dans une table d'1 million d'enregistrements ou 5 millions, comme on peut voir dans des petits projets BI, par exemple. Maintenant, si on aborde un petit peu plus le sujet de l'architecture qui a été déployée. Donc, je vous ai mentionné que les messages de changement de statut d'un colis, donc, pour être un petit peu plus concret encore, quand vous faites le suivi de votre colis sur Internet, vous avez un numéro de tracking. Chaque colis est identifié par ce tracking-là. Donc, nous avions des milliards de fichiers JSON qui contenaient un numéro de tracking et des changements de statut. Ces messages-là étaient stockés dans un compte Amazon S3, qui est un compte de stockage cloud classique. Ensuite, ces messages-là étaient chargés dans Snowflake et éventuellement, ces messages-là vont être utilisés dans Power BI. Ce qui est file format, stage, pipe, ici, c'est des technologies qui sont propres à Snowflake. Dans quelques instants, on va approfondir comment on met en place ces morceaux-là pour faire de l'ingestion en continu de ces données-là, de ces messages-là. À l'intérieur de Snowflake, comment on a structuré nos choses pour faire l'ingestion d'un fichier semi-structuré vers une table qui contient littéralement le fichier semi-structuré. Et ensuite, à intervalles réguliers, d'où la petite horloge, utiliser une tâche et un stream pour être en mesure de charger ça dans une table relationnelle qui contient des colonnes dans lesquelles on a décodé le fichier JSON qui était structuré, qui était dans cette table-là ici, pour ensuite l'envoyer vers notre table Delivery Task ici, pour finalement charger ça ici dans Power BI. Donc, regardons un petit peu plus en détail comment on a structuré nos choses au niveau de Snowflake. Donc, les gens parmi nous qui sont plus familiers avec l'architecture de données ou l'architecture de solutions analytiques ont probablement entendu les concepts de zone de données, ou logical data zone qu'on peut appliquer à un environnement ou à un lac de données. Dans le projet qu'on a livré, on a découpé les choses de cette manière-là. Notre zone raw, c'était Snowflake. Donc, dans l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure, j'avais une table raw.delivery qui contenait mes messages JSON non transformés. Donc, si je reçois 1 milliard d'enregistrements, cette table-là contenait 1 milliard d'enregistrements. Ensuite, j'avais une table qui s'appelait Curated Delivery Task. Donc, ma version conforme ou curated, c'est à ce moment-là qu'on a fait on a décodé le format JSON dans une table relationnelle, potentiellement standardiser tous les types de données ou en tout cas établir les types de données de manière très propre. Aussi, c'est là que typiquement dans une zone conforme où on va utiliser une nomenclature de nom de champ qui est standardisée et la portion modélisée, donc où on va combiner nos tables pour faire un modèle dimensionnel, mais à ce moment-là, on l'a fait dans Power BI.
Donc, si je récapitule, notre zone RAW, où on a nos fichiers dans leur format natif dans Snowflake, la zone conforme dans Snowflake également, et la modélisée dans Power BI. On aurait pu choisir aussi de faire la portion modélisée dans Snowflake. Et dans le contexte de notre projet, on avait choisi de le faire comme ça, par souci de rapidité. Vous allez voir dans quelques instants le temps que ça nous a pris pour livrer ce projet-là au complet. Je le garde comme effet surprise. Ensuite, petite introduction à Snowflake pour bien comprendre ce que ça implique de faire l'ingestion en continu. Puis je prends un pas de recul juste pour vous faire comprendre. Essayez de vous, on va dire, que vous preniez connaissance de Snowflake parce que c'est un nom qui circule beaucoup depuis la dernière année. En fait, c'est une entreprise fondée par deux anciens gens d'Oracle qui voulaient faire un engin, une plateforme de données cloud qui était créée complètement pour le cloud. Donc, ce n'est pas une base de données, une technologie qui était sur site ou on-premise, qui a été tout simplement migrée au cloud, donc finalement qui roule dans une machine virtuelle en arrière-plan dans le cloud. C'est vraiment créé, né dans le nuage, ce qui veut dire que les fameux principes d'élasticité sur demande, où dès qu'on a un petit peu plus d'utilisateurs, on peut automatiquement ajouter la capacité sans intervention d'un humain. C'est tout inclus dans la plateforme. Le découplage, autant du stockage que de la capacité de calcul ou de traitement ou de compute, selon la terminologie de Snowflake, c'est totalement découplé. Donc, on est capable de prendre plus de stockage et être seulement chargé pour ce stockage-là, sans nécessairement augmenter notre utilisation de compute. Par opposition à une machine virtuelle classique, typiquement, quand on monte en nombre de processeurs ou en nombre de mémoire, bien, les disques suivent aussi. Donc, on est chargé davantage. Donc, on a beaucoup plus de contrôle sur l'utilisation de nos ressources. Donc, vous avez probablement déjà vu ce type de diagramme-là auparavant. On a nos sources de données. Donc, Snowflake est capable d'ingérer les sources de données de bases de données classiques relationnelles directement à partir de services cloud, SaaS, Software as a Service, des weblogs, donc des données de télémétrie venant de sites web, ou des données de télémétrie ou venant de IoT, donc l'Internet des objets. Tout ça à l'intérieur de Snowflake. Sachez que Snowflake peut être déployé sur Google Cloud, Amazon ou Azure, donc les trois clouds publics principaux sur le marché. Il y en a d'autres. Snowflake a choisi de supporter ceux-là. Et ce qui est important de savoir, c'est qu'on peut faire différentes choses dans Snowflake. On pourrait faire une charge de travail de type entrepôt de données classique. On pourrait gérer notre lac de données à l'intérieur de Snowflake. On pourrait faire de l'ingénierie de données. On pourrait faire aussi de l'échange, data exchange de données. Snowflake diffère, exemple, de Azure ou de d'autres plateformes dans la mesure où il y a vraiment un marché, un data market. Donc, vous pourriez être une organisation qui fait la collecte de données sur différents sites, la bonifie avec des prédictions ou différents algorithmes d'intelligence artificielle, et ensuite la vend. Donc, vous vendez un dataset. Donc, Snowflake dispose d'un marché de données pour pouvoir monétiser vos données. Vous pourriez utiliser Snowflake comme outil, comme plateforme pour un produit, une application de données, puis bien entendu, faire de la science de données. Puis en bout de piste, bien, consommer ces données-là pour faire de l'analyse, des rapports, de l'analytique en temps réel, puis je le mentionnais, monétiser vos données. Si on revient à notre cas, maintenant qu'on a fait une introduction de qu'est-ce qu'est Snowflake, on veut faire l'ingestion de messages de données dans Snowflake. Donc, Snowflake supporte deux méthodes d'ingestion. La méthode par lot ou en mode continu. Par lot, c'est la mode classique où on a une cédule qui roule à chaque jour. Donc, à chaque soir, on importe nos données. Il y a aussi en mode continu. Ça, c'est le mode qui nous intéressait pour notre projet, c'est-à-dire que mes messages arrivent dans le compte de stockage S3 en mode continu. Moi, je voudrais faire l'ingestion en mode continu dans Snowflake. Donc, dans Snowflake, on peut le faire avec Snowpipe, qui est une technologie propriétaire qui nous permet d'ingérer les données d'un compte de stockage en mode continu, ou Kafka, qui est une autre technologie pour faire de la gestion de données en mode streaming, qui est en mode continu. Ce qui est intéressant avec Snowpipe, c'est qu'on va faire la configuration de Snowpipe qui va nous indiquer à Snowflake comment on fait le chargement d'un fichier qui est arrivé dans un compte de stockage directement dans une table. Puis on peut le faire à l'intérieur de quelques minutes. Donc, ce n'est pas du temps réel, mais c'est très rapide. Donc, on parle d'une latence de quelques minutes. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que le compte de stockage externe, donc si je reviens à mon diagramme d'architecture ici, mon compte de stockage externe, donc par exemple, une application qui déposerait un message dans un compte S3,
le compte de stockage S3 peut notifier Snowflake de venir prendre le fichier. Donc, au fur et à mesure que les fichiers s'accumulent dans le compte de stockage, on peut être notifié et décoller notre chargement au niveau de Snowflake automatiquement. Donc, si aujourd'hui, vous ouvriez un navigateur et vous alliez voir au niveau de Snowflake, dans la page de documentation, les pipelines de données, ici, vous trouveriez cette page-là ici qui nous indique comment fonctionne Snowpipe. Donc, j'attire votre attention ici sur le haut. Donc, ici, vous allez avoir votre stage externe. Donc, c'est un compte de stockage qui est à l'extérieur de Snowflake. Donc, par exemple, ça pourrait être un blob storage au niveau d'Azure ou un bucket S3 au niveau d'Amazon. Ensuite, au niveau de Snowflake, on va définir par le biais de Snowpipe un mécanisme qui va nous permettre de faire l'ingestion de ces fichiers-là qui sont dans le compte externe à Snowflake vers une table dans Snowflake. Ensuite, une fois que ces fichiers-là sont chargés, je vais être en mesure de définir un stream. Qu'est-ce qu'un stream? C'est une technologie dans Snowflake, pour ceux qui sont familiers, qui nous permet de faire de la détection de changement, donc du change data capture. Ce qui veut dire, imaginez le scénario où j'ai une table ici de messages qui contient 1 milliard de messages, puis à chaque jour, je traite 1 million de nouveaux messages, par exemple. Je vais vouloir propager dans mes tables de mon environnement suivant seulement le 1 million de nouveaux messages et non pas retraiter le 1 milliard et 1 million de messages. Donc, le stream va enregistrer tous les chargements qui sont faits au niveau de ma table de staging, que ce soit une mise à jour, un ajout ou une suppression. Et ensuite, je suis en mesure de traiter seulement ce lot-là d'éléments qui ont été modifiés vers la suite de mon environnement. Donc, on a 3 grandes étapes qu'on a un Snowpipe, un pipeline de données dans Snowflake, faire l'ingestion dans une table, traiter les changements par un stream, puis ensuite faire le chargement dans notre table de destination. Alors, si on met toute la colle ensemble, avant de pouvoir faire l'ingestion en continu dans Snowflake, il est important de définir un file format. Donc, si aujourd'hui, vous ouvriez une fenêtre SQL dans Snowflake, vous créez Create File Format. Qu'est-ce qu'un file format? C'est une structure dans Snowflake qui va définir un type de fichier. Type de file format bien connu, JSON, XML, Parquet, ORC, CSV, pour des fichiers séparés par des virgules. Première étape, on définit un file format. Dans notre cas, c'était des messages en format JSON, des fichiers JSON. Donc, on a défini ça. C'est en définissant un file format qu'on va identifier de quelle manière les champs sont séparés, est-ce qu'on a des nested, des fichiers JSON nested, par exemple, et tout ça. Ensuite, on va définir un stage. Un stage indique à Snowflake un emplacement de stockage qui est soit interne ou externe à Snowflake. Dans notre cas, tel que discuté, c'était un compte de stockage externe, donc un compte de stockage Amazon qui est externe à Snowflake. En troisième lieu, il faut définir un pipe par allusion à Snowpipe. Qu'est-ce qu'un pipe? En fait, un pipe, c'est une instruction SQL qui va indiquer à Snowflake comment faire l'insertion d'un fichier qui est dans un compte de stockage externe vers une table interne à Snowflake. Donc, c'est vraiment une commande copy into. Ensuite, si on veut propager uniquement les nouveaux enregistrements qui sont déployés ici, on va définir un stream. Donc, create stream, très simple. Ensuite, on indique sur quelle table on fait le stream. Puis l'autre option qu'on doit définir quand on crée un stream, c'est est-ce que c'est un stream qui fait le suivi seulement des ajouts à la table ou le suivi de toutes les modifications, donc ajout, suppression et mise à jour. Et finalement, on va définir une tâche. Pourquoi? Pour qu'on traite, on consomme les changements qui sont accumulés dans le stream à intervalles réguliers. Okay? Donc, selon vos besoins d'affaires, est-ce que vous désirez présenter à vos utilisateurs dans les tables finales les changements à chaque minute, à chaque heure, à chaque jour? Donc, vous avez la flexibilité et la latitude. Donc, si on regarde à haut niveau, c'était quoi les tâches qu'on avait réalisées pour livrer ce projet-là? On revient encore un peu à ça, mais maintenant qu'on a présenté Snowflake, c'est un petit peu plus clair. Pour que Snowflake soit avisé qu'il y avait des fichiers, il fallait configurer une notification au niveau d'Amazon pour que, dès qu'une notification est ajoutée à une queue SQS,
pour qu'on puisse les accumuler. Donc, 1 milliard de fichiers ou 1 million de fichiers ou 1000 fichiers qui sont créés dans la dernière heure. On accumule ça dans un SQS. Et ensuite, on enregistre Snowflake à cette queue SQS-là pour que Snowflake soit avisé que Snowflake, attention, dans le compte de stockage S3, il y a 8 fichiers à charger. Prochaine étape, dans Snowflake, en séquence, il fallait créer un file format qui définit notre fichier JSON. Ensuite, il fallait définir le compte de stockage S3. Finalement, il fallait créer un pipe pour indiquer à Snowflake comment on passe d'un compte de stockage externe à une table. Ensuite, il fallait créer un stream pour traiter les changements des enregistrements qui ont été insérés dans la table et une task pour l'insérer dans notre table de destination. Il fallait bien entendu créer toutes nos tables qui vont contenir autant nos fichiers semi-structurés JSON que nos données finales JSON. Pas JSON, mais nos données structurées finales pour être exploitées dans Power BI. Et finalement, créer notre modèle Power BI. Petite introduction à Power BI. Power BI est un outil de visualisation, mais c'est en fait beaucoup plus que ça. C'est une plateforme composée de plusieurs services. Pour aujourd'hui, je veux que vous reteniez ceci. Il y a un morceau fondamental qui est Power BI Desktop, qui est l'outil dans lequel vous allez pouvoir créer votre modèle de données et aussi créer vos rapports. C'est un outil qui fonctionne sur Windows et qui utilise un engin in-memory. Donc, pour ceux qui sont familiers avec ce type de technologie-là, toutes les données sont chargées en mémoire sur le laptop, ce qui donne la performance à l'exécution au moment de faire le rendu de données sur nos visualisations. Et ensuite, ce modèle-là va être déployé où? Dans le service powerbi.com. C'est le portail sur lequel tous les utilisateurs vont se connecter pour consommer des rapports, pour collaborer, pour annoter des rapports, pour partager des rapports à d'autres gens. Donc, l'outil Power BI Desktop et le portail. Ce qui est fondamental dans le contexte de notre projet à haute volumétrie, c'est de comprendre que Power BI supporte différents types de modèles de données. Donc, quand vous êtes sur votre poste Windows et vous voulez créer un nouveau modèle, dès que vous allez faire Get Data pour vous connecter à une source de données, Power BI va vous demander, est-ce que vous voulez importer les données dans le modèle, qui est le mode qui est recommandé par Microsoft, donc importer les données dans le modèle, ou vous voulez vous connecter en mode Direct Query. Le nom le suggère, Direct Query veut dire aucune donnée n'est importée dans le modèle. Alors, si vous faites une visualisation sur les données du modèle, au moment de la présentation de cette visualisation-là sur le rapport, la requête va être envoyée à la source de données. Donc, le modèle Power BI ne stockera aucune donnée. Alors, si on prend un petit pas de recul, une table d'1 milliard de messages qui fait 100 gigabytes, même 150 gigabytes, est-ce que vous pensez que c'est possible d'importer ça dans un modèle desktop et même dans le service? Non. Ce n'est pas une bonne idée de toute façon parce que ça va vous prendre peut-être 1 heure de faire ça sans valeur ajoutée. Okay? L'idée, c'est d'utiliser une technologie dans Power BI qui est le type de modèle composite, qui nous permet de faire un modèle de données dans lequel on va combiner une table qui est en mode import et une autre table qui est en mode direct query. Ce qui veut dire que notre table, toutes nos tables ou nos dimensions qui concernent le contexte d'un colis, donc par exemple le destinataire du colis, la région, l'adresse du colis, donc tout le contexte à un colis, celles-là, ces tables-là, on pourrait les mettre en mode import. Et la table de changement de statut, elle, on va la laisser en mode direct query. On n'importera pas 1 milliard d'enregistrements. Par contre, on va être en mesure de créer une table d'agrégation qui va peut-être être juste certains statuts qu'on va vouloir suivre. Donc, par exemple, le statut colis expédié, donc le statut final que le colis est rendu chez le destinataire. Donc, ce que je veux que vous reteniez de Power BI, c'est la flexibilité dans le type de modèle que vous pouvez créer. Même si vous avez une volumétrie gigantesque, il y a des aménagements qui sont possibles. Un petit aperçu du modèle qu'on a livré à droite et une page d'un tableau de bord qu'on a livré. Donc, vous voyez ici la table sommaire de messages qu'on avait créé avec un petit peu le contexte qu'il y avait au niveau de nos messages. Donc, faire un petit peu les statistiques. La table de colis agrégée avait 60 millions d'enregistrements par opposition à 1 milliard d'enregistrements. Puis aujourd'hui, on est rendu, on est à 1 milliard 150 gigs. On gardait dans cette table sommaire-là le statut du colis expédié. La table de statut globale était, elle, en mode direct query. Donc, elle n'était pas stockée dans Power BI, seulement la table agrégée. Et on avait 8 autres tables dans notre modèle qui étaient en mode import, qui contenaient environ 80 000 enregistrements. Donc, simplement vous donner un petit peu une idée de l'organisation du modèle. C'est quoi les facteurs de succès d'un projet comme ça?
Il faut garder en tête que tout ça a été livré en 3 semaines. Okay? Du premier contact avec Agile DSS, rencontrer pour cibler les besoins, identifier les activités à réaliser. Donc, pourquoi ça a bien fonctionné? Le client avait très bien ciblé quels indicateurs il voulait faire. Il avait déjà ciblé les méthodes de calcul. Donc, ce n'était pas à déterminer. Deuxième chose, on a livré le projet en 3 semaines, 3 itérations d'1 semaine. En même temps, on a fait une première version du modèle de données, première itération de rapport, 3 fois, une à chaque semaine jusqu'à la livraison. Ensuite, le périmètre était sous contrôle. C'est critique pour pouvoir livrer ça de manière chirurgicale dans ce délai-là. On n'a toléré aucun ajout ou scope creep au périmètre. On livrait un nombre prédéfini d'indicateurs et c'est tout. Et après, on allait itérer pour en ajouter d'autres dans une manière agile. Le client avait dit à tous les gens impliqués au projet d'être disponibles. Donc, il n'y avait pas de délai. Si on avait des questions, ils étaient répondus tout de suite. Et on pouvait aller rapidement prendre des décisions sans s'enfarger dans des délais indus. Ensuite, les sources de données étaient bien connues, donc maîtrisées par le client. Et finalement, un bon partenaire, dont Agile DSS, avait été sélectionné par le client. Un petit clin d'œil ici. En conclusion, ce qu'on peut retenir d'un projet comme ça, le trio Amazon S3 pour le stockage de fichiers semi-structurés, Snowflake et Power BI fonctionnent à merveille pour développer des pipelines de données. Vous l'avez vu, court laps de temps d'idées d'intégration de données et d'exploitation à une livraison. Je n'ai pas parlé de ça encore, je vais le garder pour là. On est passé de 3-4 utilisateurs des directeurs de centres de tri à 40 utilisateurs, 40 directeurs de stations. Et aujourd'hui, cet environnement-là a pris beaucoup d'ampleur. On est rendu à environ une vingtaine de tables de fait au lieu d'en avoir juste 2 comme c'était le cas aujourd'hui. Juste une petite chose, de faire attention à la taille des fichiers que vous avez à traiter quand vous voulez faire le chargement dans Snowflake. Les messages JSON que nous on chargeait avaient entre 500K et 1 MB. Selon les meilleures pratiques de Snowflake, ces fichiers-là qu'on charge par Snowpipe devraient être entre 10 et 100 MB. Donc, on a utilisé Amazon Kinesis Data Firehose pour consolider nos fichiers de 1 MB jusqu'à des fichiers de 100 MB pour que ce soit optimal à l'ingestion dans Snowflake. L'autre chose qui est très importante, c'est de bien tester les chargements de données avec des tailles d'entrepôt variables. Dans Snowflake, ils font référence à ça par des tailles de t-shirt, donc des tailles de chandail, de extra small, small, medium, large et tout ça, pour trouver un bon équilibre entre le temps de chargement et les coûts. Il n'y a rien de gratuit en ce monde. Snowflake charge le compute, le processeur par seconde, mais avec un minimum de 60 secondes. Donc, bien entendu, si vous n'avez pas beaucoup de sous, peut-être que vous allez choisir un small, mais au lieu de rouler en 1 minute, il va rouler pendant 15 minutes. Vous allez le payer quand même sur la durée. Donc, trouvez le bon équilibre. Donc, testez avec différentes tailles de compute. Et finalement, le mot de la fin, Snowflake est hyper performant, même sur des très gros volumes, mais en combinant Snowflake avec Power BI, on a toute la latitude voulue. C'est-à-dire, on peut avoir une très grande volumétrie dans Snowflake, puis avec le modèle Power BI, où on peut avoir certaines tables qui sont en mode importation et certaines autres en mode Direct Query, on est capable de trouver un bon équilibre entre répondre aux besoins du client puis une interaction ponctuelle sur une donnée très détaillée, donc notre table de milliards. Et pour le reste des cas, la majeure partie du temps, le client va seulement utiliser une table qui est agrégée pour la majorité des questions dont il se pose. Et pour la fois où il y a besoin du détail, il est quand même en mesure de le faire. Et on n'aura pas eu besoin d'importer les milliards d'enregistrements pour faire ça. C'est ce qui conclut ma présentation. Alors, je vais regarder dans les questions. Peut-on considérer que les tables import sont des tables de résultats intermédiaires et non des tables de données de routine? Donc, typiquement, on amènerait les tables finales et non pas les tables intermédiaires à nos traitements. Et typiquement, les données qu'on gardera en mode importation seraient des données, les fichiers maîtres ou le contexte de nos données transactionnelles ou de nos données de processus métier. Donc, si on fait l'analyse des ventes, par exemple, peut-être que notre table de vente va, elle, être en mode Direct Query. Par contre, notre table client va être en mode import. Par contre, notre table produit va être en mode import. Par contre, notre table peut-être d'adresse va être en mode import. Donc, c'est vraiment jeu essai-erreur, puis quel type de performance on veut avoir qui va dicter de quelle manière on va monter notre modèle.
Puis il y a une nuance que je n'ai pas expliquée pour être concis dans ma présentation, mais on peut même laisser Power BI choisir si une table devrait être en mode Direct Query ou import. Puis ça, c'est en mode dual qu'on appelle. Je vous donne juste un petit indice. Comme ça, ceux que ça intéresse ou qui pourraient vouloir approfondir, vous pouvez aller voir ça. Donc, typiquement, une table qui serait candidate pour ça, c'est une table de volumétrie modérée à petite. On veut laisser Power BI la possibilité de déterminer s'il doit l'importer. Ça a plus d'impact sur la performance que la laisser en mode d'accès direct. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions dont vous aimeriez avoir. Je vous invite à les taper dans les questions-réponses. Nous avons une autre question posée dans le chat. Aujourd'hui, plusieurs solutions de BI reporting existent. Une solution comme Tableau aurait-elle pu être envisagée avec les mêmes résultats dans votre use case? Oui, définitivement. La seule chose qu'on n'aurait pas pu faire, c'est précisément la table d'1 milliard d'enregistrements. Il n'y a pas de ce concept-là de manière aussi directe dans Tableau. On aurait pu se contenter par contre uniquement de notre table agrégée. Puis l'autre facteur qui a incité le client à prendre la direction de Power BI, c'était simplement une question de coût. Power BI, au niveau canadien, on peut avoir pour une licence pour un utilisateur à 12 $, américains, 14 $ canadiens. L'équivalent du côté de Tableau nous amenait un petit peu plus proche de la trentaine de dollars par mois. Donc ça, c'est un facteur pour le client qui a influencé. Puis, l'autre aspect qui est non négligeable, au Québec, il y a 2 leaders dans la visualisation, c'est bel et bien Tableau et Power BI. Puis, Power BI a vraiment le vent dans les voiles depuis 2-3 ans. On dirait que les gens ne veulent que faire du Power BI. Mais c'est une très bonne question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Comment choisir la technologie? On a une nouvelle question. Comment choisir la technologie la plus utile entre SSRS et Power BI? Pour les gens qui sont peut-être moins familiers, SSRS, c'est une technologie de rapport qui vient avec SQL Server, qui est supportée dans Power BI, mais seulement Power BI lorsqu'on a une licence de type Premium. C'est un sujet que je n'ai pas abordé aujourd'hui, mais Power BI, qu'on veut devenir client de Power BI, on doit acheter une licence. On a des licences gratuites, comme le nom l'indique, mais tout le monde peut l'utiliser avec fonctionnalité réduite. On a une licence Pro et une licence Premium. Quand on a une licence Premium, là, on n'a pas à choisir entre SSRS et Power BI parce qu'on a accès aux deux. Mais typiquement, ce qui nous fait choisir l'un ou l'autre est ceci. SSRS a vraiment été pensé et optimisé pour faire des rapports qu'on peut envoyer dans différents formats. Donc, par exemple, un rapport SSRS peut être envoyé par courriel en format PDF, peut être envoyé en type Excel, peut être envoyé même en format PowerPoint, peut être envoyé dans plusieurs formats. Donc, supporter un mode d'abonnement beaucoup plus varié que Power BI. Si on simplifie, Power BI, on peut avoir un abonnement où on va recevoir seulement une vignette, donc un aperçu du rapport par courriel. C'est le seul type d'abonnement qui est supporté dans Power BI. Donc, un client de Power BI va recevoir une vignette qui va dire « Ah, ton rapport est prêt » avec un lien, puis il va cliquer sur le portail. Le lien qui va l'amener au portail, puis il va consulter son rapport vivant. Donc, on a vraiment deux paradigmes. D'un côté, SSRS qui était plus orienté à faire la diffusion de rapports par courriel dans différents formats. Ce n'était pas le mode unique, mais était beaucoup utilisé pour ça. Tandis qu'au niveau de Power BI, on est vraiment plus dans le paradigme. Les clients vont se connecter sur le portail pour consommer leur rapport. Et, j'ai oublié de le mentionner, il y a effectivement une application mobile. Donc, on pourrait consulter les données sur le mobile ou sur le service powerbi.com. Donc, une autre question ici, est-ce qu'on peut utiliser les technologies de SSIS, SSRS et SSIS pour faire du big data comme on en fait avec la BI? Typiquement, ce n'est pas des technos qui sont faits pour faire du big data, particulièrement SSIS. À ce moment-là, si on veut faire de l'ingestion à plus gros volume, avec des volumes ou des structures, ou, quand on parle de big data, on fait souvent allusion à des données de volumétrie très grande, de vélocité, donc rapidité très grande. SSIS n'est pas tellement ajusté ou adapté à ça. On devrait plutôt prendre des outils comme Databricks
ou d'autres outils dans le marché qui nous permettent de faire cette ingestion-là et charger dans le lac comme on en a besoin. Au niveau de SSAS, sachez que Power BI est basé sur Analysis Services. Donc, en arrière-plan, c'est bel et bien un engin Analysis Services en mode tabulaire. Mais comme je vous le mentionnais, cette technologie-là qui est in-memory fonctionne excessivement bien, mais avec des volumes qui ne sont pas ceux du big data. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le milliard et trilliard d'enregistrements, mais bien dans les maximum quelques milliards, même moins que ça, on pourrait dire dans les centaines et 200 millions. Dès qu'on dépasse ça, c'est là qu'on utilise des stratégies de modèles de type, de modèles de données import ou direct query. En ce qui concerne SSRS, pour le rendu, oui, on pourrait l'utiliser parce que typiquement, on va consommer des données qui sont sommarisées, des données sommaires, mais vraiment avec un but potentiellement avec SSRS, comme je vous disais, de faire des rapports plus paginés, plus pixel perfect, excusez-moi l'anglicisme, donc parfait visuellement, qu'on va pouvoir expédier dans des modes d'envoi PDF et tout ça, et Excel et différemment. Donc, un petit peu moins adapté le stack SSIS, SSRS, SSAS au big data, plus orienté aux charges de travail BI classiques. J'espère que je réponds à la question. Donc, la question, où en est Microsoft avec le framework de référence Hadoop pour le big data? Mais Microsoft suit un petit peu le marché actuellement qui a l'air d'avoir une consolidation où on utilise moins les outils Hadoop qui sont encore supportés par le biais de Azure HD Insight. Donc, on est les full stack Hadoop. Mais on pourrait développer uniquement notre environnement avec un compte de stockage Blob Storage ou Azure Data Lake et ensuite faire l'ingestion par Databricks et faire le rendu dans Power BI ou Azure Synapse. Donc, Microsoft, et comme Snowflake d'ailleurs, propose une architecture unifiée qui dit qu'on n'a plus besoin nécessairement de déployer, on peut le faire, mais on n'a plus besoin de déployer un écosystème Hadoop pur pour avoir la performance ou l'environnement dont on a besoin et surtout pour le faire d'une manière qui est économique et qui ne demande pas une charge d'administration aussi élevée. Moi, ce que je vois dans les dernières années, c'est que beaucoup de mes clients me disent juste rouler mon environnement, ça n'a pas de sens que j'aie quelqu'un à temps plein pour administrer mon cluster Hadoop. C'est justement une des promesses de Snowflake, c'est d'avoir une charge d'administration très petite. Et même Azure Synapse, qui est l'offre de Microsoft, de combiner autant Azure Data Lake, le cluster Spark et l'engin d'ingestion de données Azure Data Factory en un seul produit et dire, si vous venez chez Microsoft pour gérer votre lac de données, votre entrepôt de données, votre analytique et votre intelligence artificielle, vous avez besoin d'un outil dans Azure et c'est Synapse. Donc, ce que je vois, pour répondre à la question, c'est on voit moins de clients déployer du Hadoop pur. On voit beaucoup plus de clients prendre les meilleurs morceaux d'Hadoop comme Spark et les greffer à leur plateforme qu'ils utilisent déjà, dans ce cas-ci Azure ou Amazon, et aller de l'avant de cette manière-là. Donc, si on va rapidement pour expliquer les différences de concepts d'architecture en Data House, Data Lake et Data Mart, on va y aller par Data Lake en premier. Donc, depuis les 20 dernières années, on avait surtout l'utilisation des entrepôts de données. Donc, un entrepôt de données est un endroit où on faisait de l'intégration de données de différentes sources. Le lac de données, son idée, c'était quoi? C'est on met en place un lac pour faire de l'ingestion de données de toute structure. Et la beauté de la promesse du lac, c'était on n'a pas à définir un schéma tout de suite. On peut ingérer la donnée dans son format natif. Si c'est un fichier JSON, on l'ingère en JSON sans la transformer. Si c'est un vidéo, si c'est une photo, on ingère tout ça, donc autant semi-structuré, structuré, non structuré. Alors que dans l'entrepôt de données, typiquement, toutes les données qu'on recevait, on allait les stocker en format relationnel, donc dans une table, que ce soit du Oracle, du SQL Server et tout ça. Ce qu'on essaie de briser avec l'architecture de LAC, c'est de dire les gros délais de développement, de modélisation, d'intégration de données, normalisation. On dit, la prémisse du LAC était de dire la valeur de la donnée, on n'a pas à la déterminer tout de suite, commençons par la stocker, puis à terme, on va l'analyser, on va avoir des scientifiques de données qui vont pouvoir
évaluer la pertinence de la donnée qu'on a accumulée, puis trouver la pépite parmi la multitude de données qu'on a pour éventuellement l'exposer dans le reste de la suite de notre architecture. Puis des data marts, typiquement, c'est des bases de données qui sont spécialisées par sujet d'affaires. Donc, si je reprends l'exemple d'un entrepôt de données qui pourrait avoir des données, des tables qui contiennent des données de performance d'un processus d'affaires, par exemple d'achat. Donc, on peut avoir la table de fournisseurs, on peut avoir les tables d'achat. On peut avoir aussi des tables financières qui sont reliées au coût d'achat et tout ça. Je peux avoir un data mart qui est strictement financier, qui va prendre ces tables-là. Je peux avoir aussi un data mart qui est plus opérationnel, qui va être destiné à une autre communauté d'utilisateurs, qui va juste s'intégrer, qui va avoir un sous-ensemble de ces tables-là d'achat, qui va peut-être avoir des tables de facturation ou des tables de logistique ou des tables d'inventaire. Bon. Ce qu'il faut voir dans Data Mart, c'est un regroupement ou des croisements de nos données qui sont plus alignés à des fonctions d'affaires ou des besoins d'une ligne d'affaires précise, alors que l'entrepôt de données va stocker à peu près les tables de tous les processus métiers de l'organisation sans spécialisation particulière. Le MART va être spécialisé pour une communauté d'utilisateurs. Ces MART-là peuvent être physiques dans un environnement ou être uniquement définis dans un outil de consommation comme Power BI, Tableau, Looker et tout ça. Donc, des data marts virtuels. C'est des sujets qui pourraient prendre juste une demi-heure à bien expliquer. Alors, j'espère que je l'ai fait le mieux que je peux dans un petit laps de temps. Est-ce qu'il faut un bon développeur pour utiliser Power BI? Excellente question. Power BI est un outil qui a généralement été développé pour faire du libre service, ce qui veut dire qu'il est facile de prise en main par un utilisateur d'affaires et non pas uniquement un développeur, un codeur, on va dire. Est-ce que ça veut dire que ce n'est pas une bonne idée de donner des bonnes formations à nos utilisateurs? Il y a énormément de ressources sur Internet pour qu'un utilisateur devienne bon avec Power BI. Mais il faut que vous sachiez que dans Power BI, il y a un langage pour définir des calculs qui s'appelle le DAX. Et ce langage-là ressemble beaucoup aux formules qu'on retrouverait dans Excel, mais beaucoup plus puissant. Un exemple typique de DAX qu'on pourrait définir, c'est les fameuses mesures de temps relatif. Donc, une mesure qui ferait une agrégation des résultats année à date, ou année à date l'année dernière, ou mois à date. Donc, tout ce qui est même période l'année dernière, donc la somme des ventes à la même période l'année dernière. Ça, c'est du type DAX. Alors, il faut savoir que créer une visualisation, n'importe qui peut en faire. Définir un calcul DAX, on commence à tomber dans une classe d'utilisateurs un petit peu plus avancée. Donc, un utilisateur basique peut très bien se tirer d'affaire, mais dès que les besoins sont un petit peu plus poussés, c'est là que les TI de l'organisation vont peut-être accompagner la ligne d'affaires pour définir ces mesures-là plus poussées. La beauté de la chose, c'est que un analyste de la ligne d'affaires va pouvoir faire un gros bout de chemin seul. C'est ça la beauté de ces outils-là, parce qu'ils sont faciles de prise en main. Merci à tous pour la participation. Merci, au revoir. Et bon début de soirée.